Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment prendre en compte la biodiversité dans ces placements et plus particulièrement comment mesurer l'impact d'une activité économique sur la biodiversité. Ce seront des questions que nous traiterons avec Antoine Cady, directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous nous intéresserons aux fonds immobiliers et plus particulièrement au SCPI. Nous tenterons de comprendre avec Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr, mais aussi avec Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM, quelles ont été les performances des SCPI en 2022 et qu'est-ce que cela nous annonce ou nous permet de projeter pour 2023. Ce sera dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre le lien entre investissement et biodiversité avec évidemment en toile de fond l'activité économique des entreprises. Autant de sujets que nous allons tenter de décrypter avec Antoine Cady, directeur recherche et innovation de CDC Biodiversité. Bonjour Antoine Cady. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Un mot peut-être rapide de CDC Biodiversité qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts. La mission de CDC Biodiversité n'est pas directement en lien avec tout ce qui est placement ou investissement, mais sa mission est plutôt dédiée à la recherche finalement en matière de biodiversité, de préservation de la biodiversité. Tout à fait. En fait, on a été créé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est la filiale à impact de la Caisse des dépôts et consignations, société de mission, directement tournée vers deux jambes, en fait, deux sujets principaux. La restauration écologique, donc comment on va pouvoir sécuriser du foncier souvent dégradé d'un point de vue environnemental et en assurer la restauration. D'accord. Et puis, de l'autre côté, la recherche et l'innovation, et notamment un sujet qui nous occupe beaucoup ces dernières années, qui est celui de l'évaluation de l'empreinte biodiversité. En clair, apporter à la biodiversité ce que l'on a sur le climat et la question des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, oui. Avec le bilan carbone. Voilà. Et on est capable aujourd'hui justement de mesurer l'impact, enfin non pas de mesurer l'impact d'une activité économique sur la biodiversité, mais d'avoir une métrique universelle pour tout type d'activité, pour toute localisation, de pouvoir parler le même langage finalement ? Alors, c'est vraiment en fait le challenge qu'on a décidé de relever en 2015-2016. En fait, on est juste après, si vous vous en rappelez, donc 2015, c'est l'accord de Paris. Bien sûr, oui. Tout le monde a bien vu que... Qui concernait le climat, pas forcément la biodiversité. C'était très centré climat, on est sur le scénario 1,5 degré. Mais il y a un triptyque en fait qui a, pour les observateurs, vraiment été un moteur et qui l'est toujours du reste. C'est ce scénario, le fait que le GIEC est proposé, et les États retenus ce scénario, donc cet objectif de limiter à 1,5 degré les augmentations de température moyenne sur la planète, enfin je passe, qu'il existe des méthodologies de bilan carbone, et puis qu'il y ait un alphabet commun, une métrique unique, la tonne équivalent CO2. Bien sûr, oui. Qui rassemble un peu tous les gaz, etc. Et on peut exprimer tout ça de cette façon. Et donc ça, quelle que soit l'activité économique, quelle que soit la région du monde, on peut parler le même langage en matière de tonnes CO2. Exactement. Et donc tout le monde s'objective, tout le monde se compare, et on avance, on est dans une démarche de transformation, de transition. Sur la biodiversité, ça nous manque. Et en fait, pendant des années, moi ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet-là, on s'est caché derrière la complexité. La biodiversité, c'est riche, c'est énorme, on ne connaît pas bien, c'est complexe, etc. Et donc, c'est ce qu'on entend encore un peu aujourd'hui, oui, effectivement. Oui, bien sûr. Mais en fait, il n'est plus temps. C'est l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous rappelle cela. C'est-à-dire qu'il n'est plus temps. Bien sûr qu'il faut continuer à connaître, à comprendre. Il nous rappelle qu'on connaît, on a mis un nom sur environ 2 millions d'espèces, alors qu'il y en aurait entre 10 et 20 millions. Donc humilité, etc. On connaît très mal la biodiversité. Néanmoins, ce que l'on sait très bien, c'est qu'elle est en train de se dégrader à une vitesse extrêmement rapide, 100 à 1000 fois une augmentation du rythme d'extinction des espèces de 100 à 1000 fois depuis le début de la révolution industrielle, et ça va avoir un impact. Et donc il était fondamental en fait qu'on se pose la question de savoir comment on pouvait mettre en avant l'économie en faisant finalement un constat assez simple, c'est que les fonds publics, les fonds des grandes banques multilatérales, les fonds des États, etc., globalement, ne peuvent régler que 20 à 30% des sommes qu'il faut mobiliser pour envisager de stopper l'érosion de la biodiversité. Donc il faut de l'argent privé. Cet argent privé, simplement, il faut le mobiliser, il faut l'objectiver, il faut pouvoir encadrer tout cela. Et donc on a essayé il faut une mesure. D'un côté, il faut mesurer l'impact des entreprises et
négatif, j'ai envie de dire, et puis de l'autre, il faut mesurer l'impact positif qu'on peut amener avec des solutions financées avec de l'argent public ou privé. Alors, ouais, il faut tout mesurer. Et donc, c'est ce challenge, ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que l'idée, on est allé regarder en fait ce qui existait sur la place, les bases de données qui existaient, les modèles qui existaient, les métriques, et c'est là qu'on a trouvé le MSA par kilomètre carré, donc qui exprime en fait un niveau de dégradation par unité de surface, niveau de dégradation de la biodiversité pour mean species abondance. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va réussir à s'affranchir de la présence de telle ou telle espèce, de tel ou tel écosystème. En fait, ce qu'on va mesurer, c'est un niveau de dégradation par rapport à un état vierge initial. D'accord. Donc c'est ce delta en fait que l'on va chercher. Ça donc quand on dit mean species abondance, ça veut dire qu'on va mesurer par rapport à un état vierge le nombre d'espèces qu'il y a en moins par rapport à un niveau zéro. Une abondance moyenne de biodiversité qui a disparu. Voilà. Et ça permet de mesurer partout dans le monde au même niveau l'activité économique, l'impact d'une activité économique sur un écosystème. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc exprimer cette perte, potentiellement aussi ce gain, lorsqu'on réalise des actions positives. Et on a pu, ces dernières années, décliner en fait un outil donc qui reprend, vous avez compris, le Global Biodiversity Score, c'est cet outil dont on parle. Bien sûr, ça c'est l'outil effectivement donc développé par la CDC Biodiversité. Exactement. Donc, grâce aux moyens que nous apporte le groupe Caisse des dépôts et consignations, donc on peut, dans l'intérêt général, développer des outils qui sont repris par la place. Et le GBS a été décliné dans un premier temps à l'été 2020 à destination des entreprises, donc pour permettre aux entreprises de faire un bilan carbone d'un côté, un bilan biodive de l'autre, tout simplement. Et donc d'avoir en main les leviers, de la compréhension des risques face auxquelles elles seront amenées à être confrontées, et puis des responsabilités qui sont les leurs. Donc cette approche en double matérialité, construire dans un second temps une stratégie d'atténuation de leur impact, peut-être aussi d'impact positif, on en parle souvent même si on n'en est pas là. Et puis la réglementation avançant, notamment en France, avec l'article 29 de la loi énergie-climat, qui depuis un an impose aux investisseurs de place, ils sont 1500 sur la place de Paris, à étendre leur reporting extra-financier à la biodiversité. Donc on a décliné un outil à destination de ces investisseurs qui s'appelle Biodiversity Impact Analytics, qu'on a monté en partenariat avec Carbon 4 Finance, CDC Biodiversité Carbon 4 Finance, un data provider, un développeur de méthodologie. Et aujourd'hui, cet outil, c'est une base de données pour le coup avec des facteurs d'impact et qui permet en fait aux investisseurs de réaliser cette fois-ci l'impact biodiversité, l'évaluation de l'empreinte biodiversité de leur portefeuille. Et donc là, c'est aujourd'hui un outil qui est fonctionnel, proposé par CDC Biodiversité et qui permet aux acteurs financiers qui vont ensuite proposer des solutions d'investissement ou de placement à des épargnants ou faire des choix d'investissement dans des entreprises de visualiser, de mesurer l'impact que ces investissements vont avoir. Et c'est là, je reviens à ce terme d'humilité, c'est là qu'il faut être absolument conscient d'où on part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, l'évaluation qu'on réalise d'un certain nombre de portefeuilles ou que les investisseurs réalisent par eux-mêmes montre qu'en fait, on est très, très, très loin du compte. Et donc, on n'en est évidemment pas du tout à créer encore des fonds à impact biodiversité tel qu'on l'entend, c'est-à-dire à impact positif. D'accord. Parce que pourtant, il y a des fonds thématiques biodiversité, mais ça n'est pas selon cette méthodologie. Si, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on est aujourd'hui dans une démarche où on va créer... Les investisseurs vont créer des fonds où ils seront plus précautionneux vis-à-vis de la biodiversité. D'accord, je comprends. Il y aura moins d'impact négatif, mais on est encore loin du compte en termes d'impact positif. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est changer un modèle agricole, changer son utilisation d'eau, on sait changer ses émissions. C'est intéressant puisqu'en fait, on a là des leviers sur différentes pressions qui pèsent sur la biodiversité. Donc ça va se traduire par moins d'impact négatif sur la biodiversité, mais pas encore par plus de biodiversité. Pour autant, l'IPBES nous rappelle qu'il faut absolument que l'on soit dans une stratégie d'atténuation de la courbe. On est dans une zone à risque et d'incertitude extrêmement importante pour la biodiversité. On a perdu plus d'un tiers de la biodiversité en moyenne à la surface de la planète. Et il va falloir que ça revienne, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se prépare à restaurer activement la biodiversité. Ce qui nous ouvre, du coup, je pense, des perspectives d'investissement, puisqu'il va falloir inventer des véhicules qui se traduisent par plus de biodiversité et d'espace naturel in fine. Mais alors, je me fais un peu l'avocat du diable, Antoine Cazzi. En tant qu'épargnant particulier, on se doute bien que la restauration de la biodiversité ne se fait pas en un mois, voire même en un an. Est-ce qu'on a une méthodologie qui est capable de nous donner à 10 ou 15 ans, effectivement, l'impact de ces investissements en tant que particulier ou de professionnel sur un écosystème ou sur la biodiversité? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez CDC Biodiversité, notamment sur le volet restauration d'espaces naturels, on voit en fait, puisqu'on travaille du coup avec un certain nombre d'investisseurs, évidemment avec la Banque des Territoires, mais également des investisseurs privés, et en fait ce que l'on voit, c'est que les conditions d'investissement vont évoluer. On va demander aux investisseurs de rester plus longtemps. L'amortissement se fait sur un temps plus long. Les garanties ne vont plus être les mêmes. Et certainement également,
les gains attendus ne seront pas les mêmes. D'accord. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on va apporter une visibilité. C'est un peu le modèle forestier de ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'on va apporter des solutions avec des gains moindres, mais plus pérennes dans la durée. A fortiori, quand on se projette en 2040 ou en 2050, voilà, 60% du PIB mondial repose sur les services gratuits fournis par la nature, la pollinisation, l'eau, etc. Quand tout ça va devenir plus rare, voire absent dans certains pans de l'économie, on va avoir des entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté. Là, ces investissements-là, ils seront résilients dans cette configuration. Donc, voilà, on est en train, en fait, collectivement, d'inventer un certain nombre de réponses. Et quand on est particulier, je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui existent, qui ont repris, pour certaines, d'ailleurs, je ne donne pas de nom, mais qui ont repris la méthodologie Global Biodiversity Score et qui rendent cela un petit peu accessible. Et puis, il y a aussi la possibilité d'aller accompagner des entrepreneurs qui sont aujourd'hui, en fait, ceux qui vont inventer, je pense, les entreprises qui porteront des solutions en faveur de la biodiversité de demain. On en voit dans le milieu agricole, dans le milieu forestier un petit peu, aussi dans des solutions diverses qui permettent d'atténuer la relation pression sur la biodiversité. Et voilà, donc il y a des plateformes qui aujourd'hui proposent des solutions tout à fait intéressantes. J'allais vous poser la question de la maturité du secteur financier vis-à-vis du sujet, mais je vais plutôt tourner ma question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut financer des solutions à impact positif pour la biodiversité et proposer du rendement ? Est-ce que les deux sont compatibles ? Alors oui, c'est possible. Le problème, en fait, c'est que les solutions sont trop rares. C'est pour ça que je parlais des entrepreneurs tout à l'heure, parce qu'en fait, pour en discuter avec un certain nombre d'incubateurs, etc., on voit qu'on est aujourd'hui à l'étape un peu zéro. Il faut aller chercher des entrepreneurs, il faut porter des solutions de l'innovation, il faut accompagner ces initiatives pour qu'elles puissent devenir les PME demain et peut-être, pourquoi pas, des licornes et autres. Mais en tout cas, on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut créer le terreau favorable à l'émergence de cette nouvelle forme d'économie. Comme je le disais, aujourd'hui, on la tangente, notamment par l'évolution des modèles agricoles ou l'évolution des modèles de production. Il est nécessaire désormais de s'intéresser directement à la nature et aux services qu'elle produit. Merci beaucoup Antoine Cady d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un Enjeu Patrimoine où nous allons nous demander ensemble quelles ont été les performances en matière de SCPI pour 2022. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Guy Marty, tout d'abord. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur de pierrepapier.fr. C'est vous-même qui avez inventé et démocratisé le terme pierre-papier en France. Vous allez donc pouvoir nous donner vos commentaires un petit peu sur ces performances 2022. Des performances d'ailleurs qui ont été publiées par l'ASPIM et l'IEIF. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Marc Colly. Bonjour Jean-Marc Colly. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le président de l'ASPIM. On va commencer avec vous, Jean-Marc Colly. Si on regarde en matière de collecte, alors au global, que ce soit SC, SCPI ou OPCI, on est à 16,1 milliards d'euros en 2022. Presque plus de 50% par rapport à 2021. Donc on peut dire que c'est une bonne année 2022. Une très bonne année. C'est en tout cas une année record. D'accord. Qui pousse quand même un peu plus de 16 milliards d'euros. Avec de la diversité, il n'y a pas seulement de la SCPI, on pourra peut-être y revenir. Je disais il y a quelques instants, 200 millions d'euros de collecte en 97, 16 milliards en 2022. On imagine le chemin accompli. Et je pense, ça continuera sans doute à progresser, mais voilà, ça a installé durablement le produit immobilier financier ou la pierre-papier dans le paysage des produits de placement. C'est plus un gadget, c'est plus quelque chose qu'on prend quand on connaît un peu. Non, c'est devenu dans les réseaux de distribution un produit qui a aujourd'hui sa place entre l'obligataire et l'action et qui a donc cette collecte pour les qualités qu'elle représente. Donc ce qu'il explique selon vous, c'est parce qu'il est plus proposé aussi par les conseillers d'investissement financier ou par les CGP, parce qu'il est plus compris peut-être par la profession ou les professionnels sont plus convaincus par ce produit ? Alors, tout le travail qu'on a fait autour de ces produits, sur leur qualité d'information, sur leur qualité de produits eux-mêmes, conduisent les réseaux distributeurs, bancaires, assureurs, conseillers en gestion de patrimoine, à proposer ce produit plus facilement parce qu'ils en comprennent un peu mieux et ils ont un peu plus de recul sur la qualité des performances et ce qu'ils délivrent. Les positifs, mais aussi les risques. Bien sûr, oui, bien sûr. Des risques de performance négative, mais une bonne compréhension du produit facilite sa commercialisation par les réseaux et puis surtout ces performances qui correspondent
répondent aux attentes des particuliers ou des gens qui les 4 millions de particuliers qui portent ces produits, soit de manière directe ou indirecte. Ils viennent chercher quoi? Deux choses. Un complément de revenu. D'accord. Ouais. Et puis une petite valorisation, une petite plus-value, parce que c'est pas non plus, ou parfois ça peut être une petite dévalorisation, mais c'est relativement. Et ce produit délivre ce qu'il prévoit. Et ça, respecter sa parole. Et c'est le seul produit financier à laquelle, à la fin d'une année, 2022, on lui dit mais l'année prochaine, vous ferez quoi? C'est-à-dire qu'on est non seulement, on délivre ce qu'on a prévu, mais on dit ce qu'on va faire. D'accord. D'accord. Alors, on ne le réalise pas toujours à l'euro près, mais voilà, cette annonce de la performance qui est assez, je ne dis pas que c'est facile à faire, hein, mais voilà, bien sûr, puisqu'on détient un stock d'immeubles et un stock de locataires avec des loyers, c'est facile d'essayer de prévoir ce qu'ils nous verseront à la fin de l'année, puisqu'il y a des contrats qui sont dans la durée. Mais c'est le seul produit qui fait ça. D'accord, hein, qui à la fois donc sert ses revenus, assure un peu de plus-value, protège des effets de l'inflation et dit ce qu'il va faire. Et ça, dans un contexte saluté, c'est la source sans doute de son succès. Guy Marty, donc je rappelle un peu plus de 16 milliards d'euros de collecte sur SC, SCPI, OPCI, donc plus 47% par rapport à l'année dernière. Si on regarde les SCPI un peu plus en détail, on est à une collecte un peu au-dessus de 10 milliards d'euros, 10,2 milliards d'euros. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette appétence encore plus l'année dernière pour les fonds immobiliers, et plus particulièrement les SCPI? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment le facteur dont on a parlé, c'est que les professionnels du conseil, que ce soit des CGP, des CIF, enfin des conseillers dans la banque, dans l'assurance, etc., connaissent de mieux en mieux ce produit. Donc il y a une armée, disons, de distributeurs. Donc ça, c'est une première chose. L'autre aspect, c'est le revenu relativement élevé dans un contexte où les taux étaient encore bas. Où là, il y avait un appel tout à fait intéressant. Et là, on est sur un taux de distribution l'année dernière à 4,53%. Je parle sous votre contrôle, oui. Jean-Marc Colli. Ouais, c'est ça. Donc en progression par rapport à 2021. Ouais. Tout à fait. Alors évidemment, si les taux montent beaucoup, il faudra reparler de ce taux, voir comment ils se comparent, etc. Mais en tout cas, la comparaison était très favorable. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, quand un particulier a une épargne nouvelle, à investir, vers où peut-il aller? La bourse, pourquoi pas, mais elle est chahutée, et c'est normal, elle est un peu plus dangereuse, même si c'est un très bon placement à long terme, on se dit à court terme on peut avoir des émotions. Les obligations, on attend peut-être que les taux remontent un peu plus, et donc l'immobilier se trouve aujourd'hui peut-être pas en position de valeur refuge, mais en tout cas de valeur assez sentimentale, en disant, dans ce monde très incertain, au moins, là, on ne prend pas trop de risques. Donc tout ça fait de la collecte. Mais pourtant, alors sur un aspect purement psychologique, qui ne se verra peut-être pas dans les faits, mais on a été aussi beaucoup alimenté l'année dernière sur des sujets de taux d'usure, de baisse des valorisations de l'immobilier ou autre. Ça n'a pas finalement impacté plus que ça l'investissement immobilier, les fonds immobiliers. Alors là, il faut voir, c'est que y a deux aspects. D'abord, le taux d'usure, c'est pour le logement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on ne va pas rentrer dans le sujet qui est très complexe, et à mon avis, on ne dit pas ce qu'il faudrait dire là-dessus, mais enfin, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le sujet de l'émission. C'est pas le sujet de l'émission. Il y a le problème du logement, c'est sûr. Mais quel que soit le problème du logement, de toute façon, partout dans le monde. Alors maintenant, oui, dans certains pays, le logement commence à baisser, notamment dans les pays où les crédits sont à taux variable et où le rating, si vous voulez, de l'emprunteur est fait sur la valeur de l'immeuble et pas sur la situation financière de l'emprunteur. Bien sûr. Donc il y a des pays, effectivement, où le logement baisse. Bon, on se demande toujours, en France, est-ce que ça va baisser un petit peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Oui, mais donc il y a des questionnements sur l'immobilier. Alors effectivement, sur l'immobilier de logement, sur l'immobilier résidentiel, mais donc ça n'a pas eu d'impact particulier sur... Oui, mais la dynamique des placements n'est pas celle-là. La dynamique des placements, c'est qu'est-ce que je fais de mon argent. Donc c'est une analyse relative, pas absolue. Et on va dire que l'immobilier par rapport aux autres. Est moins inquiétant, exactement, et beaucoup moins inquiétant que le reste. Alors, objectivement ou pas. Alors, il y a un autre point que je voudrais signaler, c'est que c'est vrai qu'on est à la fin d'un cycle, ou à un retournement. On a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, il y a maintenant l'inflation, il y a la remontée des taux. Donc, on sait qu'on a un retournement immobilier. Ce qui est intéressant, c'est que ce retournement de l'immobilier se fait. C'est Jean-Marc Colli qui a l'habitude de dire que cette fois-ci, ce n'est pas une crise d'origine immobilière. Ce retournement se fait à un moment où le marché immobilier est très sain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune suroffre. Alors, effectivement, il y a plein de choses qui vont se passer du côté des bureaux, même du côté du logement, etc., parce qu'il va falloir s'adapter. Mais le marché était très sain.
Justement, Jean-Marc Colli, si on rentre un petit peu plus dans le détail des SCPI, qu'on met par exemple en regard la collecte et le taux de distribution, alors on voit que la collecte est majoritairement distribuée encore vers les bureaux. Ça reste l'investissement phare en SCPI. Juste après, on a les SCPI diversifiés, alors que les bureaux ne sont pas forcément ceux qui distribuent le meilleur rendement en 2022. Je crois qu'il continue quand même durablement le produit d'investissement préféré des fonds, hein, parce que ça reste le bureau. Ça reste, n'importe qui peut l'utiliser, le bureau. On peut changer de locataire du jour au lendemain. Il n'y a pas de spécificité. Alors il change, il évolue, il doit assurer du service aujourd'hui, mais voilà, les gens qui peuvent l'utiliser sont suffisamment larges. Et pour quelqu'un qui gère des fonds et qui doit trouver des locataires qui payent le meilleur loyer, bien évidemment, c'est quand même à autour de 40-50% le produit phare de l'investissement. Mais c'est ça la nouveauté aussi, c'est que d'autres métiers apparaissent aujourd'hui. D'accord. D'abord, la diversification européenne, c'est-à-dire qu'on n'en fait plus seulement en France, mais on en fait dans l'Europe entière. Ça, c'est une Bien sûr, ouais. innovation. 30 ou 40% des investissements des fonds aujourd'hui sont réalisés à l'extérieur du territoire pour assurer une meilleure mutualisation des risques. Les marchés sont différents, des risques locatifs et des risques immobiliers. Essentiellement en Europe. Oui, pour l'instant, essentiellement en Europe. D'accord. Pour l'instant. Ouais. Un jour, on finira par sortir du continent européen aussi. Après, il y a la diversification sectorielle. Bien évidemment, si le bureau peut souffrir un peu, et encore pas partout, on ne se pose pas trop de questions pour la logistique, la santé, le tourisme. Même le commerce se redresse après ce qu'il a connu, l'hôtellerie aussi. Donc, il y a aussi une qualité sectorielle, enfin une analyse sectorielle de ce que l'on met dans un fonds. Et dans toute la collecte que nous avons, il y a aussi des fonds très généralistes, très diversifiés, Bien et sûr. puis des fonds très spécialisés. C'est ça la nouveauté. Et un particulier qui veut investir aujourd'hui, avant, il n'avait pas beaucoup de choix. Hein. On parle des années où on a commencé, Guy, hein, c'est-à-dire il y a très longtemps. Il y a quoi, il y a un an, 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. On avait des fonds très diversifiés, très larges, très gros, qui assuraient une bonne régularité des rendements, mais on n'avait pas de choix tactique. Alors que là, aujourd'hui, on peut prendre des fonds de cette nature-là pour assurer la base, et puis un fonds logistique, un fonds... Mais justement, et c'est ça ce qui est passionnant. Pour bien comprendre, quand je regarde les taux de distribution 2022, avec diversifié 5,63%, ou logistique 5,48%, est-ce que, effectivement, il y a une prépondérance des bureaux, une prépondérance historique? Est-ce que là, on est juste face à un équilibrage par rapport aux bureaux, ou est-ce qu'il y a de nouvelles tendances qui arrivent dans les investissements aujourd'hui? Non mais, enfin, ces tendances existent toujours. Après, on y met un accent plus ou moins solide selon l'ère du temps et voilà. Ça fait très bien aujourd'hui de parler du changement des bureaux après la crise Covid. Bah bien sûr, voilà, c'est un questionnement. Guy Marty, bien sûr. Mais rassurez-vous, demain on vous parlera peut-être de l'agriculture ou sans doute de la forêt comme cible d'investissement pour la biodiversité ou parce que c'est une réalité économique. Donc, le propre du marché immobilier, des investissements immobiliers, c'est qu'il faut que ça, pour que ça ait du sens, il faut que ça donne du sens à votre épargne. Donc, vous devez investir là où on en a besoin. Donc investir aujourd'hui dans la santé, dans la logistique, dans le logement demain, dans l'agriculture peut-être, c'est ça qui fait que le rendement et la performance de l'immobilier persistera, c'est parce qu'elle est utile et on investit bien sûr pour avoir du rendement, mais pour être utile, et c'est la seule source de la performance, elle sera durable si elle est utile. Guy Marty. Il y a aussi une arrivée à maturité du produit SCPI, c'est-à-dire qu'à l'époque où les SCPI étaient relativement connus, collectaient moins, etc., bon, il y avait un produit et puis quelques produits spécialisés. Aujourd'hui, le produit SCPI, enfin le véhicule SCPI permet d'abriter beaucoup de choses. Donc on arrive finalement comme dans un placement action où c'est pas dans une entreprise qu'on achète, c'est dans X entreprises. Donc c'est tout à fait normal dans l'évolution d'un placement de bien se diversifier. Je veux dire aussi autre chose, c'est que le fait que les SCPI aillent beaucoup vers l'Europe, c'est une bonne nouvelle pour les retraités. Alors que c'est un véhicule français, ça n'existe pas ailleurs en Europe. Oui. Justement, de cette façon-là, ce sont des loyers allemands, hollandais, espagnols, qui paieront des compléments de retraite à des Français, ce qui va soulager le financement global. Et ce qui fait totalement écho à l'actualité en matière de retraite. Toujours avec vous, Guy Marty. Non, Jean-Marc Colli, vous vouliez réagir? Non, un petit mot, parce qu'on parle beaucoup SCPI, et Guy parle avec passion de la SCPI qu'il connaît bien le temps. Ce qui marque aussi dans cette collecte, 16 milliards de collecte, 10 sur les SCPI, 5 milliards sur des sociétés civiles qui sont en fait des unités de compte de contrats d'assurance. Là, il y a 2 ans, c'était 500 millions. Donc on voit bien que l'épargne intermédiaire au travers de véhicules, assurance vie, épargne retraite, c'est quelque chose qui va pousser très fort. Et dans cette logique de retraite, où on parle beaucoup du résultat de sa retraite, mais aussi de celle qu'on va se constituer si on fait de la capitalisation, on voit bien que c'est quelque chose et un sujet qui porte. Donc l'unité de compte immobilière parle de plus en plus aux épargnants. 5 milliards, presque 6 milliards d'euros de collecte sur ces unités de compte. Voilà, c'est donner l'importance du... C'est un mouvement. On sait d'où viennent les fonds qui vont sur ces unités de compte immobilières. Ça vient quoi? De fonds en euros, de nouveaux
fonds qui sont arrivés, c'est des de particuliers qui décident dans leur allocation d'actifs, de leur contrat d'assurance ou d'épargne retraite, de dire, parce que je suis prudent, je vais mettre 40-50% peut-être sur un fonds euro ou de l'obligataire, 25-30% sur de l'immobilier, le reste sur de l'action, puis plus le temps passera, plus j'irai vers des fonds. Voilà, c'est cette allocation d'actifs, hein, et c'est ça le changement de l'immobilier aujourd'hui, c'est que quand moi j'ai commencé à travailler, l'immobilier, on appelait ça, c'était une classe d'actions actifs à part. Petit à petit, elle a acquis ses lettres de noblesse en traversant tout un tas de crises, de difficultés, et aujourd'hui c'est devenu une part de l'allocation d'actifs. D'accord. Entre les actions et les obligations, maintenant il y a de l'immobilier. C'est pas hégémonique. D'accord. C'est pas hégémonique, ça ne va pas 100%, mais il y a toujours une petite part. Et c'est toujours cette petite part, hein, qui fait que globalement, progressivement, on arrive à ces niveaux de collecte et qu'on continuera à progresser parce que c'est une vraie utilité dans la constitution de l'épargne des Français. Du coup, si je réfléchis à ma stratégie d'investissement en fonds immobiliers ou plus spécifiquement en SCPI pour 2023, Guy Marty, est-ce que je vais dans les bureaux parce que c'est là où il y a la plus grande collecte en 2022 ? Est-ce que je vais en logistique ou en diversifié parce que c'est là où il y a les plus hauts taux de distribution ? Comment est-ce que je diversifie mes investissements SCPI ? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Oui, on en est à une allocation de SCPI, c'est sûr. Bon, cela dit, il y a des professionnels dont c'est le métier de conseiller, Bien sûr, direction de direction. Je dirais que l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va vers des jeunes SCPI ou est-ce qu'on va vers des SCPI anciennes ? Alors, et on pourrait même dire vers les anciennes qui collectent ou qui ne collectent pas. D'accord. Il est sûr qu'aujourd'hui, il y a une prime de savoir, on pourrait dire, soit aux jeunes, soit aux anciennes qui collectent, parce qu'on sait mieux aujourd'hui quels sont les immeubles qu'il fallait acheter il y a 10 ans et peut-être qu'il faut acheter aujourd'hui. Donc il y a un avantage à tous ceux qui achètent aujourd'hui. Et en ce sens, la grande collecte est une très très bonne nouvelle au moment justement où le marché immobilier tremble un petit peu, parce qu'il y a beaucoup plus d'achats, finalement dans de meilleures conditions. Donc les jeunes, elles ont déjà l'avantage d'arriver en sachant mieux ce qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord. En général, elles sont plus spécialisées. Et puis elles tentent certaines choses, comme pas de frais à l'entrée, ou beaucoup plus d'Internet, etc. Mais quand on dit jeune, on dit quoi ? On dit une SCPI qui existe depuis 1 an, depuis 5 ans ? 3-4 ans. 3-4 ans, il faut quand même un petit peu de problème, la différence vécu. va se faire au moment où une SCPI a pu d'abord avoir une grosse diversification, donc une forte capitalisation, et des réserves. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la capacité par la dimension du patrimoine à faire les travaux qu'il faudra faire. Parce que vous savez, vous recevez souvent des OPCVM ici, des gestionnaires d'OPCVM. Bien sûr, oui. La grande différence entre le financier et l'immobilier, c'est que dans le financier, vous coupez très vite le bras si vous avez fait un mauvais choix. Dans l'immobilier, une fois que vous avez choisi un immeuble, sa localisation, sa qualité, etc., c'est fini, vous l'avez. Et donc, le vendre, c'est pas toujours facile. Et souvent, on s'en sort bien en le transformant. Mais pour ça, il faut les moyens. D'où les grandes capitalisations des sociétés anciennes. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Guy Marty, président fondateur de pierrepapier.fr. Merci également Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM. Merci donc à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.